Bienvenue à nouveau dans cette troisième vidéo. Et donc, nous allons continuer sur la découverte de cette tissu musculaire. On en était resté donc aux cellules du cœur, donc à la partie contractile de ces cellules. On va donc s'intéresser à ce qui reste comme autre cellule qui joue un rôle important dans cette physiologie cardiaque en attaquant, en discutant des cellules cardiolectrices. Alors, ces cellules cardiolectrices, en fait, ce sont des cellules qui sont des cardiomyocytes non contractiles, mais qui vont avoir comme capacité de créer le potentiel d'action cardiaque. Autrement dit, l'activité électrique interne au cœur qui va piloter la contraction des autres cellules que l'on a vues précédemment dans la deuxième vidéo, autrement dit des cellules contractiles, et qui va aussi permettre de propager cet influx nerveux le long du cœur dans l'ensemble des territoires cardiaques. Alors, vous retrouvez ici un cœur schématisé, et ces cellules cardiolectrices sont retrouvées donc dans ce qu'on appelle le tissu nodal, qui est localisé à différents endroits. Tout d'abord ici, dans la partie supérieure, ce qu'on appelle le nœud sino-atrial, on parle aussi du nœud sinusal. On a ensuite une zone ici qu'on appelle le nœud atrio-ventriculaire, on parle aussi du nœud auriculo-ventriculaire, qui est à l'interface entre les deux chambres supérieures, que sont les atriums ou les auricules, et les deux chambres inférieures qui correspondent aux ventricules, les plus grandes cavités du cœur. On va ensuite retrouver ce qu'on appelle dans la cloison entre les deux ventricules le faisceau atrio-ventriculaire, qui va on l'appelait aussi le faisceau de His, qui va se poursuivre par le réseau de Purkinje. Et donc ces cellules, en fait, l'ensemble de ces cellules sont des cellules qui ont la capacité de se dépolariser au point de vue électrique spontanément et de véhiculer ce potentiel d'action, cette activité électrique qui a été créée à leur surface, en aval jusqu'aux cellules contractiles où le signal va pouvoir se propager par l'intermédiaire des jonctions communicantes. Et en fait, au niveau de l'organisation du cœur, on a une gaine fibreuse, une gaine fibroélastique qui va entourer ces différentes structures, entourer le nœud sino-atrial, entourer le nœud atrio-ventriculaire, ce qui fait que ça va jouer un rôle d'isolant. Et de par la présence de gaines fibroélastiques, cette dépolarisation électrique qui va être créée ne va pas pouvoir se balader n'importe où de proche en proche, mais elle va devoir suivre un circuit particulier qui va être de partir du nœud sino-atrial, de passer au nœud atrio-ventriculaire, de suivre le faisceau atrio-ventriculaire, le faisceau de His, et ensuite de remonter par le réseau de Purkinje. Ce qui conditionne du coup que l'activité cardiaque contractile, eh bien, elle va d'abord se produire dans la partie ici supérieure du cœur, et ensuite elle va donc suivre, si c'est le point rouge, ce circuit. Et donc, le temps que les cellules sont contractes, eh bien, on va d'abord avoir une contraction ici, puis le rythme électrique, le signal électrique partira très rapidement dans la partie apicale ici du cœur, remontera, et donc on aura une contraction, comme vous le voyez à travers ces schémas, à travers l'onde violette, qui va se faire donc de la partie ensuite inférieure du cœur en remontant. Et ce qui va être logique par rapport à la circulation du sang, parce que l'objectif va être, ça vous le reverrez, de pomper le sang dans un premier temps des cavités supérieures des auricules dans les ventricules de manière à les remplir, ensuite de pousser le sang des ventricules dans les gros conduits qui sont connectés dans la partie supérieure des ventricules, que ce soit à l'aorte pour le ventricule gauche pour distribuer le sang dans l'organisme ou le tronc pulmonaire pour envoyer donc le sang au niveau des poumons pour pouvoir faire l'hématose, autrement dit faire sortir du CO2 et au contraire recharger en oxygène. Donc, vous avez sur la gauche des illustrations de coupe histologique donc, de ces différentes structures, le nœud sino-atrial, des cellules retrouvées au niveau du faisceau de His, des cellules retrouvées au niveau du réseau de Purkinje, sachant que, en ce qui concerne le nœud atrio-ventriculaire, on a une typologie, je dirais, qui est relativement similaire au niveau du nœud atrial. Et si on fait juste un petit point sur ce nœud atrial, ce nœud sino-atrial, eh bien, en fait, il est formé donc de cellules cardiolectrices, de cellules nodales, ce sont des petites cellules par rapport à ce qu'on a vu précédemment, des cellules qui font à peu près quelques microns, qui sont dépourvues de stries scalariformes, qui ne sont pas striées, elles n'ont pas non plus de tubulantées parce qu'elles ne sont pas contractiles, c'est elles qui génèrent le signal électrique, donc elles n'ont pas besoin d'en avoir. Et ces cellules, en fait, sont caractérisées par le fait que ce sont elles qui ont l'activité de dépolarisation la plus importante, la fréquence la plus élevée. C'est pour ça que c'est elles qui vont dicter le rythme cardiaque aux autres cellules cardiolectrices. Mais ce qui explique aussi que si on a un problème au niveau de ce nœud sino-atrial, eh bien les autres cellules cardiolectrices sont capables elles aussi de se dépolariser spontanément et de créer un rythme cardiaque. Mais à ce moment-là, on risque d'avoir plusieurs rythmes cardiaques qui vont être présents et c'est ce
ce que vous avez peut-être entendu parler quand on dit d'un rythme sinusal, autrement dit c'est lui, par rapport à un rythme qui ne va pas être sinusal, eh bien, ça voudra dire tout simplement qu'on a une autre activité électrique qui prend naissance dans d'autres cellules cardio-électrices, d'autres territoires, ce qui peut provoquer à ce moment-là des arythmies parce que les cellules musculaires se retrouvent avec un peu un pilotage électrique qui est de façon différente. Alors, troisième type de cellules qu'on va retrouver dans ce cœur, les cellules myoendocrines. Alors, ces cellules myoendocrines, elles sont localisées donc, dans les parties supérieures, au niveau des atriums. Il y en a beaucoup plus dans le droit que dans le gauche. Et en fait, ce sont des cellules qui ne présentent pas ou très peu de myofibrilles, mais qui, par contre, sont caractérisées par la présence de nombreuses granulations. Et ces granulations présentent, en fait, sont le lieu de stockage d'un précurseur qu'on appelle le pro-ANP, pour peptide natriurétique atrial. Et ce pro-ANP qui pourra être libéré lorsqu'on aura un étirement excessif de la paroi cardiaque, notamment des atriums, eh bien, va permettre de libérer de l'ANP. Et cet ANP, ce peptide natriurétique, va pouvoir aller agir à distance, un peu comme une hormone, si vous voulez. Il va aller agir notamment au niveau du rein, où il provoquera en fait une natriurèse, autrement dit, une perte de sodium au niveau du rein qui va être associée à une perte d'eau. Donc, globalement, eh bien, si vous perdez de l'eau au niveau du rein, l'eau au niveau du rein étant produite à partir du sang, et bien vous allez diminuer la quantité d'eau, la quantité de liquide dans le compartiment sanguin, la volémie, et donc vous allez diminuer la pression. Donc vous allez moins étirer le cœur. Donc en fait, ce système d'ANP, c'est un système de protection du cœur par rapport à un remplissage trop important du système vasculaire, sachant que l'ANP va aussi jouer un rôle au niveau vasculaire en favorisant une vasodilatation. Ensuite, le cœur, eh bien, évidemment, il a une vascularisation qui lui est propre, avec les artères coronaires qui prennent naissance, en fait, qui amènent du sang artériel sur ces cellules cardiaques en provenant directement de l'aorte. Puis, après les échanges, le sang est pris en charge par des veines coronaires qui vont elles-mêmes donc converger vers le sinus coronaire qui va ramener ce sang qui aura fait des échanges au niveau de l'atrium droit et qui va donc repasser dans le ventricule droit et repartir au niveau du poumon. Et ensuite, ce cœur, même si on vient de voir qu'on a des cellules cardiaques autonomes, un pacemaker cardiaque, des cellules du tissu nodal, on a quand même une innervation qui se fait par le système nerveux, notamment le système nerveux autonome, avec des fibres sympathiques et des fibres parasympathiques. Les fibres du système nerveux orthosympathique, grosso modo, provoquant une activation de l'activité cardiaque, alors que les fibres du parasympathique conduisent plutôt à un ralentissement dans tous les domaines de cette activité cardiaque, aussi bien sur la force de contraction que sur la conduction du potentiel d'action, que sur la fréquence, etc. Et notamment, on va avoir une modulation du nœud sino-atrial, parce qu'en modulant l'activité du nœud sino-atrial, globalement, on va moduler l'activité cardiaque. Troisième type de muscle avec lequel on va terminer cette séquence, c'est le muscle lisse. Alors, comme je vous le disais en intro, lors de la première vidéo, le muscle lisse, c'est un muscle qui est très répandu dans l'organisme, qui est très important parce qu'il joue un rôle dans l'homéostasie, mais qui est souvent, je dirais, un peu moins bien connu parce qu'il va être très hétérogène. Ce muscle lisse, on va le retrouver, par exemple, au niveau gastro-intestinal, on va le retrouver dans la paroi de notre intestin, etc., comme vous avez là. C'est lui qui va permettre de jouer un rôle dans la propulsion des aliments au cours de la digestion, la motilité intestinale. On va le retrouver au niveau des vaisseaux, il va pouvoir jouer sur le diamètre des vaisseaux et donc ajuster la pression sanguine. On va le retrouver dans le système urinaire, par exemple au niveau de la vessie. On va le retrouver au niveau respiratoire, au niveau des bronches. Il va pouvoir réguler le diamètre des bronches, la bronchoconstriction, la bronchodilatation. On va retrouver dans les pathologies, par exemple, de l'asthme, etc., où on aura une diminution du diamètre, c'est le muscle lisse qui se contracte. L'appareil reproducteur, au niveau de l'utérus, on retrouve donc du muscle lisse, ou encore dans des structures très particulières, comme au niveau de l'œil, où on a des muscles lisses qui permettent de jouer sur les phénomènes d'accommodation et notamment donc de nous permettre de plus ou moins mieux assimiler les éléments de près ou de loin. Alors, ce muscle lisse, en fait, il est caractérisé donc, par des cellules qu'on appelle dans ce cas-là des léiomyocytes. Ce sont des cellules en fait, qui proviennent de la différenciation des cellules donc, du mésoblaste, intra-embryonnaire, plus particulièrement de la splenopleur, et qui vont donner des cellules mésenchymateuses qui vont avoir tendance à prendre un aspect fusiforme, c'est-à-dire à s'étirer, et au niveau desquels on va pouvoir voir apparaître des myofilaments d'actine et de myosine. Ensuite, ces cellules se retrouveront entourées d'un tissu conjonctif et formeront donc des musculaires lisses à proprement parler. Ces léiomyocytes sont donc des cellules étirées, qu'on dit fusiformes, avec des tailles très variables. Suivant finalement le muscle lisse, on les retrouve. On peut avoir des cellules
d'une vingtaine de microns, comme au niveau de la paroi des vaisseaux, qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de microns dans le tube digestif, voire même au niveau de l'utérus, des cellules qui vont jusqu'à 500, 700 microns. Ce sont des cellules qui présentent un seul noyau, qui sont uninucléées, et au niveau desquelles on va retrouver donc des myofilaments. Là, vous avez une coupe qui vous en représente un, et ici en microscopie électronique. On retrouve donc des myofilaments à l'intérieur et des structures qu'on peut identifier plus marquées, qu'on appelle les cordances. Je vais en redire deux mots dans une minute. Alors, ces cellules présentent des myofilaments fins, des myofilaments épais, d'actine et de myosine, toujours pareil, mais il n'y a pas d'organisation sarcomérique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette alternance de bandes sombres et de bandes claires, bande A, bande I. On n'a pas de répétition, je dirais, du positionnement des filaments fins et des filaments épais, mais en fait, on a des filaments épais, des filaments fins qui sont répartis un petit peu, je dirais, de manière beaucoup plus aléatoire dans la cellule, en fait, sous forme de diagonale. Ce qui explique que lorsqu'on aura des phénomènes de contraction, on aura une cellule qui va un petit peu se prendre un aspect beaucoup plus globulaire, c'est ce que vous voyez ici, parce qu'on a ce maillage des filaments d'actine et de myosine qui est réparti de manière plus en diagonale dans la cellule. Et en fait, on a donc ce qu'on appelle les cordances, je vous disais tout à l'heure, que vous retrouvez ici, on les retrouve ici sur ce schéma. Donc là, vous avez les filaments d'actine et les filaments de myosine. Et en fait, ces cordances, ce sont des formations lenticulaires, une grosse centaine de nanomètres, où on retrouve de l'alpha-actinine qui sont en fait finalement un peu analogues aux strizèdes que l'on a vu dans les muscles squelettiques. Et ces cordons sont reliés, sont en liaison, présents de l'alpha-actinine qui est en liaison avec des filaments intermédiaires constitués de desmine ou de pigmentine dans certains cas, et qui permettent donc là aussi de faire des couplages mécaniques entre les cellules. Alors, les myofibrilles, je vous l'ai dit, on retrouve dans les musculistes des filaments fins et des filaments épais. Les filaments épais sont représentés par de la myosine, avec toujours pareil, deux chaînes lourdes qui vont être associées à deux paires de chaînes légères, avec dans ce cas-là des isoformes un petit peu différents. Et en ce qui concerne le filament fin, on retrouvera de l'actine G, donc deux polymères d'actine G qui sont associés avec une double hélice. Avec des isoformes spécifiques. Là, on a de l'alpha-actine du muscle lisse, par exemple dans les vaisseaux. On peut avoir de la gamma-actine du muscle lisse dans l'intestin. On va retrouver de la tropomyosine, mais on ne retrouve pas de troponine dans les muscles lisses. Il n'y a pas de troponine, ce n'est pas elle qui régule l'interaction entre l'actine et la myosine. Par contre, on va retrouver, donc, au niveau aussi filament fin, de la caldesmone qui va jouer un rôle dans la régulation de la contraction, notamment au niveau du calcium, et on va aussi retrouver donc de la calponine qui là aussi va jouer un rôle dans cette contraction. Donc en fait, caldesmone et calponine au niveau du muscle lisse jouent un petit peu le rôle de la troponine dans les muscles striés squelettiques. Alors on va retrouver un réticulum sarcoplasmique. Ce réticulum sarcoplasmique est peu abondant comparé aux cellules musculaires striées squelettiques, donc il y a peu de réserve de calcium finalement dans la cellule. Là, vous avez les trois types qui vous sont schématisés, le rhabdomyocyte, le cardiomyocyte et l'hélionocyte. Donc c'est lui qui en a clairement beaucoup moins. Donc il va être beaucoup plus dépendant du calcium extérieur pour se contracter. On retrouve en fait on la retrouve un petit peu quand même localisée près de la membrane plasmique au niveau du noyau, à l'extrémité du noyau de la cellule qui vient recouvrir le noyau, ce qu'on appelle les cônes sarcoplasmiques. Et ce réticulum sarcoplasmique va être associé à des imaginations de la membrane qui ne sont pas des tubulantés, mais qu'on appelle des cavéoles, mais qui jouent un petit peu le rôle, si vous voulez, de tubulantés, comme on a vu précédemment. On appelle ça aussi les vésicules plasmalémales. Autrement dit, une dépolarisation électrique qui se baladerait le long de la membrane pourrait rentrer à l'intérieur de la cavéole et venir au contact de ce réticulum sarcoplasmique, faire sortir du calcium, même si, encore une fois, il y en a beaucoup moins que dans les autres cellules, mais c'est un petit peu le même concept, toujours de notre activité électrique, là, qui peut rentrer dans le tubulanté et venir au contact de la zone où on a du calcium. Sachant que les cavéoles ne sont pas spécifiques du muscle lisse, on en retrouve aussi dans les muscles striés dans certains cas. Alors, ce tissu musculaire, en fait, ces cellules elles vont présenter des jonctions intercellulaires spécifiques. Là, vous avez une cellule A, une cellule B. Eh bien, on a des jonctions avec au niveau de ces jonctions entre deux cellules adjacentes, des jonctions communicantes, donc des jonctions gap, qui permettent un passage de petites molécules et d'ions entre les deux, et donc qui assurent un couplage électrique entre les cellules, ce qui fait que dans ce cas-là,
on a ce qu'on appelle un syncytium fonctionnel, c'est-à-dire quand vous avez la cellule A qui se contracte, eh bien, la cellule B se contracte parce que vous avez un courant électrique qui passe de l'une à l'autre. Elle se contracte de manière synchrone. Mais on a aussi des plaques d'attache, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui vont permettre de relier mécaniquement la cellule A avec la cellule B par une jonction entre les deux cellules, deux membranes plasmiques adjacentes. Alors pour finir, il y a d'autres cellules qui sont apparentées à ces cellules céliomyocytes. On peut en citer 3 qui sont intéressantes. Les myofibroblastes, dont on vous a peut-être parlé dans le tissu conjonctif, qui sont en fait des cellules qui correspondent à une différenciation des fibroblastes, qui vont se mettre à exprimer des filaments d'actine décordance, donc des filaments de myosine. Donc, ce sont des cellules qui vont pouvoir se mettre à sécréter de manière très importante et constituant de la matrice extracellulaire, qui pourront aussi se contracter et qui du coup joueront un rôle important dans certains mécanismes physiologiques comme la cicatrisation, parce qu'elles pourront rapprocher les berges, par exemple, blessures dans un conjonctif, etc., mais aussi en conditions pathologiques, parce qu'on les retrouvera dans les problèmes de fibrose, par exemple, avec différents types d'isoformes d'actine que l'on peut retrouver ou de myosine dans ces cellules. On a les cellules myoépithéliales de Ruyter, là aussi, qui sont apparentées à ces léomyocytes, qu'on retrouve donc dans des zones très particulières au niveau du rein, notamment au niveau de la paroi de l'artériole afférente du glomérule rénal, autrement dit où se fabrique l'urine, et qui vont être caractérisées par le fait qu'elles sécrètent de la rénine. Et cette rénine jouera un rôle majeur dans un grand système de régulation de la pression artérielle hormonale, qui est le système rénine-angiotensin-aldostérone. Enfin, troisième type de cellules apparentées, c'est ce qu'on appelle les cellules myoépithéliales, on vous en a parlé dans les épithéliums, qui sont des cellules là aussi contractiles, qui vont pouvoir être associées aux cellules épithéliales des glandes exocrines, comme les glandes salivaires, les glandes mammaires, les glandes salivaires. Et en fait, en modulant l'activité de ces cellules contractiles, eh bien, on va tout simplement pouvoir jouer sur la sécrétion de cet épithélium exocrine. Alors enfin, pour finir, eh bien, ce tissu musculaire, je vous l'ai dit, il peut se présenter de manière très hétérogène dans sa nature, mais aussi dans son fonctionnement. On peut avoir des fibres isolées, c'est-à-dire qu'on a une cellule musculaire lisse, comme ici par exemple dans l'intestin, où vous allez retrouver des fibres musculaires lisses dans ce qu'on appelle les villosités intestinales, ça c'est la lumière de l'intestin, vous avez la muqueuse qui forme ces dômes un petit peu, là, ces invaginations vers l'extérieur. Eh bien, vous avez des cellules qui peuvent se contracter à l'intérieur sous forme de cellules isolées. Vous pouvez retrouver des cellules qui sont regroupées en amas plus importants. C'est par exemple au niveau intestin ce qu'on appelle la muscularis mucosae, la musculaire muqueuse à la base des villosités. Donc forcément, eh bien, se contractant ici, ça va faire bouger des structures un petit peu plus importantes en volume, par exemple la base des villosités. Puis vous pouvez avoir un regroupement plus important de cellules qui vont vraiment former un muscle à proprement parler. C'est ce que vous avez ici, qui est plus bas, si on prend toujours l'intestin, qui correspond à des couches musculaires de l'intestin à proprement parler. On a deux couches dans notre intestin, la couche longitudinale et la couche circulaire. Et globalement, on se retrouve donc avec des cellules qui forment un muscle. Et donc, dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle un muscle lisse unitaire. C'est les plus fréquents au niveau de l'organisme, avec des jonctions communicantes entre les cellules, comme je l'ai évoqué. Autrement dit, quand vous allez provoquer la stimulation d'une cellule, toutes les cellules vont se contracter en même temps, de manière synchrone, et donc vous aurez un effet de contraction important. On peut par contre retrouver ce qu'on appelle des muscles lisses multi-unitaires, où là, vous n'avez pas de connexion électrique entre les cellules, comme par exemple au niveau de l'œil, le muscle qui forme l'iris de l'œil. Et donc, l'intérêt dans ce cas-là, c'est que lorsque vous allez stimuler une cellule musculaire lisse, eh bien, il n'y a que celle-là qui va se contracter. Et donc, vous allez être beaucoup moins puissant que dans les muscles lisses unitaires, comme au niveau des paramètres de l'intestin, mais par contre, vous allez être beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis pour avoir une contraction qui sera beaucoup plus graduelle, certes moins intense, mais par contre beaucoup plus fine, et c'est ce qu'on va rechercher dans l'œil. Par exemple, autant dans l'intestin, on a besoin que tout l'intestin se contracte sur une portion à un moment donné pour propulser le bol alimentaire avec les sécrétions digestives, etc. Autant au niveau de l'œil, on a besoin d'avoir quelque chose qui va par exemple jouer sur le myosis, la midriase, autrement dit notre capacité de s'adapter à la luminosité ou de faire varier notre perception des éléments, la précision avec laquelle on va les voir, et ça, il faut le faire de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus graduelle. Voilà, c'était la troisième vidéo concernant le tissu musculaire. Je vous donne rendez-vous pour tout ce qui concernera le tissu nerveux.